Salut camarades, c'est Antoine Berthe, porte-parole de l'Action française, bienvenue sur Vox AF. On est juste après le Cercle de Flore et on reçoit Charlotte Dornelas qui nous fait le plaisir de venir discuter avec nous dans notre émission. Elle sort un livre qui s'appelle « Ne nous laissez pas disparaître » qui est en fait un long entretien avec Grégoire III Laham, qui est un patriarche oriental. Et Charlotte, toi, tu es journaliste et baroudeuse, tu reviens à peine de Syrie. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ce patriarche, Grégoire III? Alors Grégoire III, il est le patriarche de l'église grecque melkite catholique, qui est une des nombreuses églises orientales. Il est syrien de naissance, il a fait ses études au Liban, puis en Allemagne avant de retourner au Liban. Il a également servi comme vicaire patriarcal pendant 26 ans en Palestine, en Israël, et ensuite il est retourné, quand il a été élu patriarche, il est retourné en Syrie, dans le pays dans lequel il vit depuis quelques années, même avant la guerre, et dans lequel il a continué à vivre surtout pendant la guerre. Et donc c'est une forte personnalité, très forte personnalité, avec un caractère bien trempé, et qui effectivement a voulu, quand je lui ai proposé cet entretien, mettre ce titre « Ne nous laissez pas disparaître » parce qu'il voulait un peu interpeller les Occidentaux que nous sommes. Donc c'est un cri envers l'Occident, mais alors c'est un cri de désespoir ou un cri d'espoir justement? Alors c'est un cri d'espoir qui s'adresse en fait, ce qui est assez, ce que moi j'ai trouvé intéressant en tout cas dans ses propos, c'est que c'est à la fois ne nous laissez pas disparaître parce qu'il faut qu'on reste dans cette région-là, mais en même temps ne nous laissez pas disparaître parce que si vous nous laissez disparaître, ça veut dire que vous-même vous êtes plus vraiment ce que vous étiez. On a une très longue tradition avec les chrétiens d'Orient, et si la France aujourd'hui n'est plus capable de faire entendre de la voix pour les défendre, pour défendre même la Syrie ou le Liban, au-delà de la question des chrétiens, pour défendre ces pays-là avec qui elle a des liens vraiment affectifs, politiques, historiques et religieux, si elle est plus capable de le faire, c'est qu'elle ne sait plus très bien ce qu'elle est ou qui elle est. Donc c'est un cri d'espoir parce qu'il a bon espoir qu'ils soient entendus précisément, et parce qu'en plus c'est pas du genre à désespérer, vraiment pas, et que voilà, il a encore 1000 raisons d'espérer et qu'il livre dans le livre. Alors il y a un passage dans ce livre, j'assume un petit peu son propos, et il parle de la politique migratoire occidentale et notamment de la politique migratoire française, et il dit vous vous détruisez vous-même et en plus vous nous détruisez. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Alors en fait il résume un peu cette question de vous vous détruisez vous-même. Alors il dit le problème c'est que à vouloir accueillir la terre entière, vous savez plus très bien qui vous êtes. Et il dit effectivement il faut un équilibre, on va dire, entre ouverture et identité dans un pays, pour que le pays vive, etc. Mais il dit le problème c'est qu'une ouverture sans identité devient une dissolution. Et on revient sur la question de qui vous êtes, est-ce que vous savez bien qui vous êtes avant d'accueillir les autres. Ensuite quand il dit et vous nous détruisez nous, il critique pas mal la politique étrangère française au Proche-Orient, en tout cas ces dernières années, et notamment en Syrie. Et il dit voilà, après avoir tendu un poignard d'une main, entre guillemets, vous tendez un visa de l'autre, mais demain, quand la guerre sera finie, qui va reconstruire le pays si vous faites fuir toutes les forces vives? Donc c'est pour ça qu'il dit nous on a besoin que le pays, que la population reste dans ce pays-là, malgré la guerre, et parce que aussi plus la population restera, plus cette guerre sera facilement gagnée, entre guillemets, parce que plus la résistance sera forte, et surtout demain on aura les gens qu'il faut pour reconstruire. Oui, bien sûr, et tu parlais justement de cette politique française. Actuellement il y a un embargo envers la Syrie, est-ce que tu peux nous parler justement des répercussions de cet embargo là-bas? Alors je vais prendre un exemple très précis, j'étais à Alep il y a encore quelques jours, et le directeur du Croissant Rouge, le Croissant Rouge c'est une association donc, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge à Alep, et qui nous disait, alors c'est une association qui a la particularité d'être passée dans toutes les zones pendant la guerre, qui continue d'ailleurs à passer dans toutes les zones, rebelles, opposition, tout ce que vous voulez, ou gouvernementale. Et lui nous disait qu'en fait pendant 4 ans, pendant cette guerre, ils avaient travaillé avec 2 ambulances seulement. Alep c'est une ville de 3 millions d'habitants, donc c'est très peu. Il en a reçu 7 très récemment, qui sont arrivés de Suisse, et on lui demandait comment ça se faisait qu'il n'y ait pas eu d'ambulance plus tôt, et il nous a répondu parce que nous sommes sur la liste noire, sous embargo de la France. D'accord. Voilà, donc un embargo... Donc c'est l'embargo de la France qui a empêché ces ambulances d'arriver à Alep pour pouvoir soigner des civils. Et donc un embargo qui se veut toujours être une punition politique se révèle être un drame pour les civils. C'est vrai en Syrie, c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, mais là l'exemple je pense est assez clair. Du coup, qu'est-ce que ça a fait sur la perception qu'ont les Syriens de la France, justement, cet embargo? Alors ils sont souvent déçus par la France, ils citent souvent cet exemple en disant mais la France était le pays qui avait dit non à la guerre en Irak.
À la limite, ils nous disent vous pensez ce que vous voulez du gouvernement, de l'opposition, de la Syrie, etc. Mais il y a un moment où ajouter de l'huile sur le feu en permanence, alimenter cette guerre en encourageant tel et tel parti, en voulant bombarder à un moment, parce que c'était l'idée de la France à un moment. Voilà, vous étiez le pays qui avait dit non à la guerre en Irak, aujourd'hui vous avez dit oui à la guerre en Syrie, en fait, même si on ne l'a pas fait directement. Ils ne le comprennent pas, et surtout ils prennent comme une trahison cette question de l'embargo, le fait aussi que la France ait fermé non seulement son ambassade et son consulat, mais toutes les écoles françaises, tous les centres culturels. Ils disent mais c'est quoi le rapport avec la guerre? En fait, nous on ne peut plus envoyer nos enfants à l'école française alors qu'il y avait une vraie tradition francophone en Syrie. Et ce qui est très dommage aussi, et là en tant que Française, je le dis, c'est que demain la guerre va être... va se terminer forcément à un moment ou à un autre. Il y aura un pays à reconstruire, et la France, qui était un peu un allié naturel et historique de la Syrie, c'est a priori pas le premier pays auquel ils penseront, parce qu'il y a une vraie ils parlent souvent de déception, mais même de plus en plus de trahison. Mais effectivement, oui. Et du coup, maintenant qu'on a dressé le constat et qu'on a dressé un peu donc le constat de ce qui se passait là-bas, que pourrait faire un Français qui a envie d'agir, notamment pour la paix en Syrie? Que peuvent faire ceux qui nous regardent maintenant pour agir dans cette direction-là? Alors déjà, je pense que la première chose, puisqu'on parlait de la Syrie, je pense que dans toutes les guerres, on dit toujours la première victime, c'est la vérité, mais je pense que voilà, la première chose, c'est vraiment d'essayer de s'informer honnêtement. Il ne s'agit pas d'aller choisir un camp ou un autre, c'est vraiment s'informer honnêtement sur ce qui se passe. Aussi, on parle souvent des chrétiens d'Orient ou même des Syriens, des civils syriens, etc. Écoutez ce qu'ils ont à nous dire aussi, ces gens-là. C'est comme ça que termine le patriarche à la fin du livre. Il dit c'est bien que vous parliez de nous, mais on aimerait bien que vous nous écoutiez parfois. C'est un point de vue qui, j'ai l'impression, je souhaite te couper, mais qui est plus pragmatique que partisan en fait. Exactement. Le point de vue des Syriens. Il dit il y a un moment où vous avez parlé de cette guerre comme d'un affrontement entre un tel, et le gouvernement syrien contre l'opposition, et Bachar el-Assad et le parti basse et je sais pas quoi. Il dit nous concrètement c'est une question de survie tous les jours, c'est des obus qui tombent, c'est on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, et voilà comment on vit. La vie continue aussi en Syrie. Il dit pour vous la Syrie c'est la mort absolue, il y a quand même des millions de gens qui continuent à vivre, etc. Et donc je pense que pour s'engager, en tout cas pour répondre à cet appel en fait, de manière un peu directe, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent sur place. Il y a SOS Chrétiens d'Orient qui envoie des volontaires même sur place, donc il est possible de partir, il est possible de soutenir aussi l'œuvre de l'association. Il y a également l'aide à l'Église en détresse qui aide beaucoup en Syrie, l'œuvre d'Orient. Après il y a Fraternité en Irak, mais qui est en Irak, comme son nom l'indique. Voilà, je vais forcément en oublier là, mais voilà, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent sur le terrain et qu'on peut soutenir ou financièrement ou en partant directement sur le terrain, ou tout simplement en allant régulièrement sur leur site, en voyant ce qu'ils publient. Ils ont beaucoup de contacts sur le terrain, beaucoup d'informations qui parviennent grâce à eux, et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse petit à petit réussir à les entendre. Très bien. Bon, merci beaucoup Charlotte pour ton témoignage. Si vous voulez vous engager et soutenir des associations, notamment SOS Chrétiens d'Orient, vous avez les liens dans la description. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager à vos proches, continuez à nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas que demain nous appartient.